Des infrastructures énergétiques, hydro-agricoles et du matériel seront mises à la disposition des producteurs. Le président Macky Sall a par ailleurs visité le poste de transformation de l'OMVS, une unité industrielle d'exploitation du basalte, l'ouvrage hydro-agricole du Djoulol. Le chef de l'État plaide pour un système d'exploitation minière à vocation agricole avec les phosphates de Matam. Les accords de partenariat économique à la loupe ce jeudi dans la rubrique économie, 3 mois après leur adoption par les chefs d'État de la CEDEAO. Les débats sur les opportunités des APE alimentent la réflexion entre ceux qui soutiennent le processus et ceux qui émettent des craintes. Il y a tout un processus qui devrait aider les économies de la sous-région ouest-africaine à tenir le bon bout. Aram Daoud donne la parole à des experts en négociation commerciale. Au Burkina, le chef de l'État plaide pour une situation calme. L'état-major de l'armée annonce la composition prochaine d'un gouvernement de transition. Dans le même temps, Blaise Compaoré déclare l'état de siège et appelle l'opposition burkinabé au dialogue. La situation reste tendue. Bonsoir à tous. Dernière étape de sa tournée économique, Bakel a reçu hier, dans la soirée, le chef de l'État. À cet effet, le président de la République a pris d'importantes mesures pour que Bakel soit au rendez-vous de l'autosuffisance en riz en 2017. Entre autres, les ouvrages pour la maîtrise de l'énergie et la réalisation d'infrastructures et d'aménagements agricoles. Bakel recevra bientôt du matériel agricole dans le cadre du programme de modernisation de l'agriculture sénégalaise. Pape Biram Biguenyaï. C'est l'ultime étape d'une tournée économique à la fois riche et pleine d'enseignements, qui aboutit à une fine connaissance des réalités du pays profond, au contact direct des populations. Celles de Bakel ont eu la fierté de boucler la boucle de l'axe nord du pays, dont la vallée du fleuve Sénégal. Dans une forte dimension économique basée sur l'agriculture, les producteurs de Bakel ont exprimé contraintes et préoccupations d'un secteur qui va désormais porter la croissance du Sénégal. Le choix politique et la vision sont clairs pour une autosuffisance en riz d'ici 2017. Les producteurs y croient et décident d'accompagner le chef de l'État. Par ma voix, les populations sollicitent avec optimisme et espoir le désenclavement du département de Bakel. Monsieur le Président de la République, l'autre pan de votre vision est d'arriver à une autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Vous êtes convaincu que cela est de l'ordre du possible. Nous le sommes avec vous, car vous en avez non seulement l'ambition, mais vous vous êtes donné les moyens. Le coût de l'électricité et le montant des factures liées aux inondations et au mode de facturation de la Sénélec. La mauvaise qualité des aménagements et leur sécurisation par rapport aux inondations. L'insuffisance, voire l'inexistence d'équipements agricoles. Longtemps considérés comme coupés du reste du Sénégal, Bakel comme Kédougou ont vécu des années difficiles dues au manque d'infrastructures et d'aménagements agricoles pour son essor économique. Aujourd'hui, le chef de l'État met fin à une vieille injustice. L'une des contraintes majeures reste la maîtrise de l'énergie. Et là-dessus, le chef de l'État annonce de bonnes nouvelles. Je viens d'inaugurer le poste de transformation de l'OMVS ici à Bakel. Et avec ce poste, vous aurez une ligne départ qui va alimenter la ville de Bakel et l'ensemble du département, puisque vous n'aurez plus besoin qu'on tire l'électricité de Tambacounda ou qu'on utilise des groupes, mais vous aurez l'électricité de Manantali directement. Il y a le départ de Bakel et il y a une autre ligne qui va alimenter Sémé, où je suis passé cet après-midi, et où les populations déplorent la faiblesse de la tension, puisque la ligne venait de Matam. Évidemment, ceci est déjà définitivement réglé. Mais ce poste nous apporte une opportunité pour l'électrification rurale, puisque le Sénégal dispose de 10 millions de dollars, soit 5 milliards qui devront être consacrés à l'électrification rurale. L'État, vous le savez, assure une compensation chaque année au moins de 80 à 100 milliards sur l'électricité. Cette année, nous serons aussi à 80 milliards pour que les factures ne soient pas augmentées. Après le défi de la maîtrise de l'énergie en passe d'être relevé, celui de l'autosuffisance alimentaire en riz constitue une urgence pour le chef de l'État.
Et Bakel fera désormais partie du dispositif de croissance économique nationale. Des mesures urgentes seront prises pour que, dès 2015, que vous puissiez commencer la production et les moyens nécessaires seront dégagés pour que Bakel également soit au rendez-vous de l'autosuffisance alimentaire en riz en 2017. Dans cette quête pour l'accroissement des rendements, l'augmentation des superficies à cultiver est une priorité. À ce niveau, les femmes auront également droit accès à la terre et la prochaine réforme foncière prendra en charge cette dimension genre. Autre préoccupation également prise en compte, l'accès au matériel agricole, cheville ouvrière de la politique agricole du chef de l'État qui se veut pragmatique. Moi, je suis là pour vous apporter les solutions et pour lever les contraintes qui vous empêchent d'atteindre les objectifs fixés. Nous allons doter les groupements de producteurs de matériel devant augmenter leur capacité productive. Tracteurs, moissonneuses, batteuses. Et croyez-moi, depuis que nous sommes dans la vallée, nous mangeons du riz de la vallée. Vraiment, c'est du riz de qualité. Et je voudrais... demander au président de l'UNACOIS et à l'ensemble des importateurs de reprendre le dialogue. Autre bonne nouvelle et qui concerne les femmes du Bakel, dans quelques jours, des financements leur seront octroyés. Des instructions du chef de l'État qui permettront aux femmes d'être plus autonomes dans leurs activités économiques. Entre espoir et renouveau, Bakel tient enfin l'occasion d'être au cœur des politiques publiques dans l'ère de l'émergence. Toujours dans la région de Tambacounda, le chef de l'État a inauguré le poste de transformation de l'OMVS à Bakel, un projet d'électrification de localités du Sénégal et de la Mauritanie qui a coûté plus de 13 milliards de francs CFA. Auparavant, le président de la République avait visité l'unité industrielle d'exploitation de basalte avec un investissement de plus de 17 milliards. L'entreprise Mapate Diouk exploite un matériau de qualité et utilise une main-d'œuvre locale. À Bakel, le président de la République a visité l'unité industrielle d'exploitation des grès quartzitiques. L'entreprise Mapate Diouk est un exemple de réussite sous le label national et sous-régional. Les différentes caractéristiques géotechniques ont été expliquées au chef de l'État. Avec une technologie de dernière génération, l'entreprise augmente considérablement son matériel d'exploitation et son parc routier. Brise-roches, dumpers, gradères ou foreurs hydrauliques, c'est un investissement conséquent qui est déployé pour l'exploitation d'un matériau de qualité. Dans ce site, 4 points ont été investigués. Donc il y a le point A, le point B, le point C et le point D. Alors donc, rien que ces 4 points investigués contiennent à peu près des réserves d'environ 80 millions de mètres cubes de roche. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a une quantité de matériaux suffisant pour exploiter sur plusieurs dizaines d'années. Vous exploitez combien par an? Alors donc le tonnage, c'est à peu près 600 tonnes par heure. 600 tonnes par heure, donc ça fait à peu près 500 mètres cubes heure. Pour ce projet, M. Mapate Diouk a investi 17 milliards 900 millions avec ses partenaires financiers. Rien que la petite mine emploie plus de 90 agents pour une masse salariale annuelle de 221 millions de francs CFA. L'entreprise a également un impact social et environnemental pour les populations environnantes et la compagnie de la gendarmerie nationale. À Bakel toujours, le chef de l'État a inauguré les ouvrages du projet d'électrification des localités de Bakel et Sélibabi en Mauritanie. Les pays membres de l'OMVS veulent ainsi réussir ensemble le défi de l'électrification rurale dans le bassin du fleuve Sénégal. On a construit ce poste de Bakel qui est un poste en fait de 225 90-30 kV, à partir duquel la ville de Sélibabi en Mauritanie est alimentée avec plus de 90 kV, avec une transformation 90-33. La longueur de la ligne c'est 48,3
5 km. Il y a un poste 225-90 et il y a un poste 225-30 pour alimenter sur place ici, pour alimenter un départ vers Bakel et un départ vers Sémé. En 90 ou en 30? En 30. Le projet est financé par la BOAD à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Un financement qui vient s'ajouter aux 3 milliards 800 millions injectés par la SOGEM, Société de gestion et d'exploitation du Manantali. C'est donc un programme ambitieux pour le bonheur des populations des pays membres de l'OMVS. Autre point de cette visite, le développement des phosphates de Matam pour l'amélioration de la croissance économique. Le chef de l'État s'engage à mettre en place un système d'exploitation minière performant dans la région de Matam. À ce niveau, les phosphates de la région auront une nouvelle vocation agricole au cœur de la vallée du fleuve Sénégal avec la construction plutôt d'une usine de production d'engrais et la réalisation d'ouvrages hydro-agricoles. Dans le grenier des phosphates du Matam, les résultats des performances acquises sont visibles et perceptibles. Derrière cette vaste étendue d'exploitation minière, il y a la touche du chef de l'État, avec une révolution majeure qui a permis aujourd'hui d'atteindre un niveau de production considérable qui met en avant qualité, efficacité et accroissement du niveau de production de phosphate. Aujourd'hui, nous avons trouvé une mine qui a des qualités supérieures à ce que même on espérait. Parce que les analyses qui ont été faites dans les années 1984, les techniques d'aujourd'hui sont beaucoup plus performantes. On a un phosphate qui titre en moyenne dans l'ordre de 31 à 32% P2O5, contrairement à ce qui était dit, 28,7% P2O5. Dans cette relance du secteur minier, le projet phosphate de Matam en faisait partie. Il l'a toujours soutenu partout où il a été. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de le voir aujourd'hui parce que ce rêve qui a été alors est devenu aujourd'hui une réalité. Avec un impact réel sur la croissance économique qui n'est plus à démontrer, l'exploitation des phosphates de Matam est aussi synonyme d'impact social avec un plan d'investissement de 655 millions de francs CFA par an pendant 25 ans destiné aux populations et une valeur ajoutée en termes de création d'emplois. En tenant compte de la dimension genre, les femmes occupent des stations importantes dans la chaîne d'exploitation minière. Une avancée qui marque également l'aboutissement d'une ère nouvelle où les phosphates contribuent au développement de l'agriculture. Ce minerai est un minerai qui peut fabriquer de l'acide phosphorique. Ce minerai peut fabriquer tout type d'engrais. Et je pense que la région doit en profiter parce que c'est une région où il y a un avenir extrêmement développé et qui fait l'espoir de notre pays et nous avons un gisement de phosphate dans ce terroir. Et nous savons que sur une distance de 100 km, nous avons toute une bande orientée nord-sud qui fait l'objet d'un prospect très intéressant et beaucoup de permis de recherche de phosphate sont installés dans cette zone et je souhaite qu'ils trouvent autant que nous avons trouvé, sinon plus, pour que le Sénégal soit un pays prospère qui travaille dans le domaine des phosphates et que ce phosphate soit le pôle de développement régional de Matam et pourquoi pas de tout le Sénégal. Avec la force économique de l'agriculture dans le plan Sénégal émergent, les phosphates de Matam vont jouer leur partition avec bientôt la création d'une usine de production d'engrais pour accompagner la politique agricole du chef de l'État et se mettre dans les rangs d'une économie forte de la vallée dans l'optique de produire encore plus et aller vite dans l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Dans cette dynamique, la maîtrise de l'eau reste essentielle pour atteindre les objectifs d'autosuffisance en riz d'ici 2017. Dans le département de Matam, le chef de l'État a visité l'ouvrage hydro-agricole du Djoulol, un aménagement qui permet aux populations du Dandemayo de faire la culture en toute saison. Le président Sall a dit saisir le message des populations et entend les appuyer dans leurs efforts. Aboubakri Kane. Au cœur du Damga, le chef de l'État est venu s'imprégner de la situation des aménagements hydro-agricoles autour du Djoulol. Un affluent qui alimente les grands casiers de Matam, dont Orkadjere à 16 km et Hamadi Hunare à 25 km. Cet ouvrage de régulation a une fonction hydraulique essentielle. Dès que l'eau arrive à un niveau tel que la station n'est plus nécessaire, on l'arrête, on ouvre les vannes et l'eau est alimentée gravitairement. Et quand l'eau continue de monter, l'ouvrage est prévu pour qu'elle soit totalement submergée et que l'eau passe pour aller alimenter la grande cuvette de cannelle. Donc les cultures de décrue continuent sans problème. Maintenant, au moment du retrait des eaux, on ferme les vannes
et ensuite l'eau est retenue par les seuils latéraux qui sont là. Le Djoulol n'est alimenté qu'en période des hautes eaux, notamment en hivernage. Une opportunité pour les populations du Dindémayo de faire la double culture dans ce bassin. La combinaison du pont et de cet ouvrage de retenue et de régulation qui devrait permettre vraiment au fleuve et à son défluent, le Djoulol, d'assurer en permanence la disponibilité de l'eau afin que la double culture soit possible dans ces bassins. Donc la SAED a réalisé cet ouvrage pour assurer cette fonction hydraulique essentielle. L'infrastructure doublée d'un pont qui désenclave la zone de Waoundé a coûté plus de 887 millions de francs CFA. L'ouvrage réalisé par la SAED permet aux agriculteurs de produire en toute saison. Avec la volonté affichée par les paysans, l'État entend les appuyer pour maximiser la production dans la vallée. La vallée est devenue véritablement un espace où toute l'économie locale peut s'organiser et assurer le plein emploi, mais aussi l'épanouissement et de la région et du Sénégal. Et je pense qu'ils ont compris mon message, ils ont compris que l'État a décidé de donner un coup de fouet à la production céréalière, à la production horticole, et l'agriculture est devenue véritablement un levier principal de notre économie. J'ai reçu le message des populations, qui est un message vraiment de réconfort, d'engagement, et cela correspond exactement à mes attentes. L'objectif de l'État est d'atteindre l'autosuffisance à l'horizon 2017. La vallée du fleuve, notamment les producteurs de Matam, ont un rôle déterminant à jouer pour que cette ambition soit réalisée. Les producteurs de Matam, justement, les producteurs de riz de la région demandent plus de terres pour l'accroissement des rendements. Ils se disent en phase avec le chef de l'État et adhèrent à la nouvelle politique agricole pour une autosuffisance en riz d'ici 2017. En visite dans le casier de Matam, le président de la République s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre aux producteurs de réaliser les objectifs en matière de production rizicole. Par Biram Bigagnaï. Dont la marche vers le progrès économique, le chef de l'État trace la voie d'un succès qui passera essentiellement par les performances de l'agriculture, surtout dans la production de riz, pour atteindre l'autosuffisance en 2017. Une vision qui est en train de se concrétiser puisque le PRACAS est en marche et tous les acteurs de la filière y croient, au point de demander encore plus de terres pour accroître les rendements à l'hectare. C'est le cas ici à Matam, dans cette vallée à perte de vue, qui s'étend sur 350 hectares et dont l'extension sera bientôt effective avec l'action de l'État. Ce sont les groupements de producteurs aujourd'hui qui demandent plus de terres. Et toutes ces terres étaient restées en jachère. Ils n'ont repris qu'il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, nous avons décidé de remettre de l'argent pour l'aménagement, de changer même les méthodes d'aménagement, d'équiper les groupements et de mettre les ressources qu'il faut pour atteindre cet objectif. Nous sommes dans la mise en œuvre du PRACAS. Nous avons mis nous-mêmes dans notre budget de cette année 20 milliards pour l'aménagement remis à la SAED. Vous avez vu les engins partout où nous sommes passés. Pour augmenter les casiers, augmenter donc les zones aménagées. Dès l'année prochaine, nous avons remis 20 milliards au titre du budget de l'État, plus 32 milliards de l'Inde qui est déjà signé. Donc nous sommes dans la mise en œuvre. 2017, c'est encore dans 3 saisons. Les importants flux d'investissement dans le secteur agricole depuis 2 ans sont à l'origine de cette nouvelle ambition et des progrès réalisés dans la production de semences certifiées de riz. Cela va générer dans les toutes prochaines campagnes l'accroissement de la productivité en mettant le cap sur l'autosuffisance en riz. Je dis au ministre, ce que je veux, c'est l'autosuffisance. Depuis l'indépendance, nous tous, nous avons entendu cette chanson, mais derrière le slogan, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien qui permettait d'atteindre cette autosuffisance. Pour atteindre l'autosuffisance, il faut aménager de nouvelles terres, remettre à niveau les terres existantes, créer les conditions de semences certifiées qui donnent une productivité qui est déjà excellente au Sénégal. Nous avons les rendements les plus élevés au monde. Vous voyez donc que si les semences sont bien sélectionnées, si nous mettons en place la machinerie agricole, c'est-à-dire il faut passer à une phase nouvelle de mécanisation. Parce qu'avant, tous ces champs, évidemment, étaient traités à la main.
on ne peut pas, avec de telles méthodes, avoir l'ambition d'avoir de l'autosuffisance. Mais à partir du moment où nous avons mis en place une mécanisation et un lot très important de matériel va arriver, qui est exonéré, hors taxe, hors douane, nous mettons également en œuvre un crédit agricole pour prendre le relais et assurer la commercialisation. Il reste à d'autres mesures d'accompagnement, bien entendu. Matam a des atouts importants pour la montée du capital production rizicole. Aujourd'hui, à l'ère de l'accroissement des rendements, l'État du Sénégal va tout mettre en œuvre pour rendre disponibles les terres et l'octroyer aux producteurs afin que tous se mettent à l'heure des objectifs de l'indépendance alimentaire. L'actualité, c'est également la situation politique au Burkina Faso. Une journée très chaude ce jeudi. Le projet de loi devant permettre au président Compaoré de se présenter après 2015 avéré à l'affrontement. Les dernières nouvelles en provenance du Burkina Faso font état de la mise en place prochaine d'un gouvernement de transition. Le président Compaoré a décrété l'état de siège. Armide Diop. La tension reste vive au Burkina Faso. L'examen du projet de loi sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Compaoré après 2015 a occasionné de violents affrontements dans le pays. Aux dernières nouvelles, l'armée a annoncé une transition de 12 mois maximum pour organiser des élections. Peu avant, c'est la dissolution du gouvernement qui a été confirmée et l'état de siège. Depuis ce matin, des milliers de personnes sont amassées place la nation à Ouagadougou pour exiger le retrait du projet de loi. Le bilan des affrontements, un mort, a obligé le gouvernement à suspendre la révision constitutionnelle. Face à la situation qui se dégrade sur le terrain, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont appelé au calme. Les Nations Unies ont envoyé un émissaire dès ce jeudi sur le terrain et la communauté internationale suit avec inquiétude la détérioration de la situation au Burkina Faso. Vous l'avez dit, Armidou Diop, la situation est fort préoccupante pour la communauté internationale. L'ONU a d'ailleurs envoyé un émissaire pour rapprocher les deux parties. La situation reste cependant très tendue. Au deuxième jour du colloque international sur la francophonie, de l'inspiration originelle aux défis actuels et futurs, le comité scientifique préparatoire du 15e sommet a revisité les 3 mandats du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui a été donc salué par les différents participants à cette rencontre de Rabat. Difficile de dissocier l'action et le personnage du secrétaire général de la francophonie, car aux yeux de certains, Abdou Diouf a été tout au long de ses 3 mandats fidèle au précurseur de la francophonie qu'a été Léopold Sédar Senghor. Mais strictement sur le plan linguistique. Il avait noté que j'écrivais média comme tout le monde. Et de manière tout à fait détournée, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi le président Senghor, lui, écrivait média avec AT. J'ai trouvé une circulaire du président Senghor expliquant de manière, j'allais dire, scientifique, pourquoi il est juste d'écrire média avec T, que c'est tout à fait faisable. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, à partir de ce moment, je n'ai plus eu l'occasion d'adresser au président Abdou Diouf une note où je mets média pour éviter de me trouver dans une situation où j'ai choisi. En 1989, le président du Sénégal accueillit le sommet de la francophonie à Dakar. Les chefs d'État et de gouvernement décidèrent de soutenir le projet d'université de l'Égypte que leur proposa, par l'intermédiaire du ministre d'État des Affaires étrangères, Boutros Boutros-Ghali. Le président Abdou Diouf accepta le projet sans hésiter. Autre caractéristique décelée dans la séquence Diouf en sa qualité de secrétaire général de la francophonie, l'efficacité et la notoriété. Et je l'ai vu dans cette démarche se battre pour que l'OIF, auparavant éclaté en plusieurs sites dans Paris, pour la regrouper en un seul lieu. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, mais sans la dimension tragique. Des preuves encore sur la méthodologie de Diouf à la francophonie ont été révélées par 2 de ses proches collaboratrices. Mais il faut être vraiment généreux pour rendre hommage de cette manière à ses prédécesseurs, à des gens, on avait l'impression que ce sont ces gens qui ont fait l'institution, et au contraire, il leur a donné toute une page. Et moi, c'est une séance qui m'a beaucoup marqué, en tout cas, dans ma présence à l'organisation.
sur la prééminence ou la primauté des droits par rapport à la langue française ou à la culture, il a dit ne scions pas la branche sur laquelle nous sommes assis. Et donc la langue française n'était qu'une branche, ce n'était pas un arbre. Nombreux ont été ceux qui ont eu à faire des témoignages sur la décennie que Diouf a passé à la tête de la francophonie. Le comité scientifique préparatoire au sommet de Dakar, dans un document écrit, va regrouper toutes ces déclarations pour pérenniser les acquis. L'action du président Diouf à la tête de l'OIF saluée par d'éminents intellectuels. Dans le même temps, l'on réfléchissait sur sport et dynamique sociale en Afrique francophone. Le thème a réuni des universitaires de la sous-région. Une rencontre qui a pour but la vulgarisation d'un sport de qualité. Une initiative saluée également par les autorités. Selon elle, le colloque entre en parfaite adéquation avec le 15e sommet de la francophonie. Sahelinko Sissoro. Comment promouvoir une gouvernance efficiente du sport par la mise en place d'infrastructures adéquates? Ou comment favoriser la formation qualifiante des acteurs? Autant de questions abordées lors de ce colloque. Les participants viennent de la sous-région et ont en partage le français. L'objectif de ce colloque, c'est d'une part amener de la valeur ajoutée au sport par la rentrée par le sport universitaire. Il faut savoir que quand une discipline rentre à l'université, c'est traité autrement sur la recherche pour la génération du savoir, les formations et les enseignements et l'expertise. Cette rencontre de 2 jours ambitionne de mieux vulgariser la pratique du sport en Afrique francophone, mais aussi mobiliser des ressources afin de contribuer au développement des pays respectifs. Et c'est justement dans ce sens-là qu'il faut se féliciter de l'organisation de ce colloque international en prélude du 15e sommet de la francophonie, dont la thématique recoupe parfaitement la problématique générale du sommet de la francophonie. Je pense que de ce point de vue-là, les réflexions qui seront issues et les grandes conclusions qui seront recueillies à la fin de ce colloque-là vont permettre effectivement, vont servir de contribution aux éminents professeurs qui auront présenté des présentations à la mise en œuvre du PSE. Sport et dynamique sociale en Afrique, thème de ce colloque, s'inscrit dans les préoccupations du 15e sommet de la francophonie. Un rendez-vous prévu fin novembre, ici à Dakar. Les élus locaux des régions de Dakar et de Kaolack à l'école de la budgétisation participative. Pendant 3 jours, ils seront outillés pour la promotion de budgets prenant en compte les questions de genre au niveau de leurs localités respectives. L'initiative est du ministère de la Femme dans le cadre du programme intégré de développement économique et social. Sacha Robin et Ibrahima Fabidiédiou. Il s'agit, à travers cet atelier, d'amener les élus locaux à mieux orienter les budgets sur les questions de genre de façon juste et équitable, afin de favoriser le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Les femmes, les jeunes et les personnes en situation de vulnérabilité ont besoin de services capables de créer de meilleures conditions pour un développement économique du territoire structuré autour de services intégrés et assurer leur accompagnement. Le contexte est donc tout à fait favorable pour engager les collectivités locales dont vous êtes les dignes représentants dans la voie de l'émergence et attester de nouvelles portes d'entrée pour promouvoir des budgets participatifs sensibles au genre et restituer ainsi aux femmes la plénitude de leurs droits économiques et sociaux. Cette initiative vise également une meilleure équité dans les politiques de développement au niveau national et local. Elle est lancée par le ministère de la Femme en collaboration avec les partenaires italiens. Nous avons jugé opportun qu'il fallait en amont intégrer la dimension genre dans le processus de planification et de budgétisation au niveau local. Nous sommes inscrits dans les dynamiques de l'acte 3 de la décentralisation et cela induit nécessairement des activités de renforcement de capacité. Pendant 3 jours, les participants vont être outillés dans la planification de budgétisation participative au profit de toutes les couches sociales. La déléguée générale à la solidarité nationale était en déplacement dans la région de Kolda. Antassar Diako a fait le point sur la distribution des bourses de solidarité. Elle a également réaffirmé la volonté de l'État de porter assistance aux plus démunis.
Tout projet de développement mis en œuvre mérite un déploiement sur le terrain. Pour constater de visu la situation par rapport à la distribution des bourses de sécurité familiale dans les zones enclavées, Anta Sarr s'est rendu à Kolda. Une fois à Médina Yoro Fula et à Fafakoro, les populations ont exprimé leur doléance. Nous sommes revenus juste pour les ramener davantage à comprendre l'objectif, les buts de ce programme national de sécurité familiale. Puisque l'objectif recherché est de vaincre la pauvreté, de lutter contre les inégalités sociales, de renforcer la citoyenneté et de finir par sortir tous ces bénéficiaires de cette pauvreté et de cette vulnérabilité. Pendant 2 jours d'échange, les membres de la délégation à la solidarité nationale ont identifié les difficultés liées au paiement des bourses familiales. C'est ainsi que 11 recommandations ont été adoptées pour résoudre ces problèmes. Le problème qui est récurrent, c'était le problème des paiements. Là aussi, nous leur avons dit que c'est un problème qui va être réglé le plus rapidement possible. Nous les avons entendus. C'est les problèmes de distance, le problème de mobilité, puisque nous avons vu qu'à Médina Yoro Fula, les villages sont trop distants, éloignés l'un de l'autre, avec des enclavements très marqués, avec aussi, comme vous le savez très bien, pas beaucoup de moyens pour pouvoir se payer le luxe de se déplacer facilement. Et comme je viens de le dire, le président de la République leur a octroyé cette bourse, c'est pour faire face aux conditionnalités, mais pas pour leurs propres besoins. À Kolda, lors de la mise sur pied du programme national des bourses de sécurité familiale, des comités locaux ont été constitués pour sélectionner les ayants droit. Aujourd'hui, des comités de suivi et d'évaluation vont être mis en place pour superviser l'état d'avancement du projet dans les zones rurales. Activité de vacances 2014. Les inspecteurs régionaux de la jeunesse tirent un bilan satisfaisant. En réunion à Dakar, ces derniers ont pu évaluer les activités qui ont rythmé la caravane citoyenne de cette année. Moussa Thior. Afin de dresser le bilan des activités de vacances 2014, les autorités en charge du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne avaient convié les inspecteurs régionaux de la jeunesse ainsi que les membres du comité de coordination à une rencontre. Une manière d'apprécier le passage des caravaniers dans les régions ainsi que l'implantation des camps d'utilité publique et les collectivités éducatives. Et cela nous a permis au cours de ces 2 mois de dérouler des activités de développement communautaire à travers des camps d'utilité publique au nombre de 5 organisés dans 5 régions du Sénégal. D'organiser également une caravane découverte avec des adolescents sur les 14 régions que compte le Sénégal, d'organiser des supervisions, des contrôles de collectivités éducatives dans les régions où des collectivités éducatives se sont implantées, mais également dans les pays hors du Sénégal où certaines collectivités éducatives se sont implantées. Je pense particulièrement aux autorités administratives locales, aux élus locaux, les mouvements et associations de jeunesse pour leur forte implication dans la réussite de ce programme. Cela dit, je voudrais tout simplement noter que ce programme vacances s'est déroulé de manière très satisfaisante. Ça a démarré l'année dernière avec des résultats intéressants. Les 10 résultats ont été renforcés cette année par des activités innovantes et par une plus forte implication des acteurs, notamment des jeunes. Au total, nous pouvons dire vraiment que les résultats qui ont été escomptés ont été largement atteints. Cette rencontre bilan a aussi été l'occasion pour la coordination de se pencher déjà sur les orientations à prendre pour les vacances 2015. Cela afin de mieux orienter les jeunes vers des vacances utiles au service de leur nation. Nous parlons à présent du tarif extérieur commun qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. En attendant cette date, la sensibilisation sur ce nouvel instrument d'intégration s'intensifie. Un atelier à l'intention des journalistes s'est ouvert ce matin à Dakar avec le tarif extérieur commun. Le marché de la zone CEDEAO
aura un potentiel de 300 millions de consommateurs. Abibou Mey. Point d'obstacle sur les routes de l'intégration pour les marchandises dans la zone UEMOA. Jusque-là, seuls 8 pays sont soumis aux tarifs de cette zone. Avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun CEDEAO en janvier 2015, 15 pays africains vont adopter la nouvelle réglementation. Il faudra donc s'adapter ou disparaître. Certains investisseurs nous disent « Nous avons bien envie de venir chez vous ». Mais un investisseur américain qui a un potentiel de 350 millions de consommateurs, rien qu'aux États-Unis, ne s'aventure pas à mettre autant d'argent pour un marché, un micro-marché qui ne représente même pas un État aux États-Unis. 13 millions. C'est quoi pour un investisseur à la dimension de Bill Gates? C'est quoi pour un investisseur à la dimension de Buffett? Mais en ouvrant notre marché, en nous donnant les possibilités d'implanter une usine ici au Sénégal, mais de commercer avec le Burkina Faso, avec le Nigeria, nous élargissons en même temps nos horizons et nous faisons en sorte d'améliorer de fait le climat des affaires au Sénégal. C'est s'intégrer ou disparaître. Les journalistes auront donc un rôle à jouer dans la sensibilisation et la compréhension de ce nouveau dispositif tarifaire qui va impacter sur un marché de 300 millions de consommateurs de la zone CEDEAO. On va passer d'un marché de 100 millions d'habitants à un marché de 308 millions d'habitants, ce qui n'est pas une petite chose. L'entrée en vigueur de ce texte donc nécessite une préparation, nécessite aussi une campagne de sensibilisation et d'information. La réflexion devrait en outre s'inscrire dans l'optique d'une amélioration progressive du texte CEDEAO à l'épreuve notamment des exigences de l'économie mondiale, mais surtout des besoins de protection et d'adaptation de notre système productif. Ainsi, d'ici la date butoir, les étapes sont à franchir. Il s'agit de la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et monétaire pour réussir l'effectivité d'une intégration tant rêvée en Afrique. Et puis la rubrique économie de ce jeudi lève un coin du voile sur les accords de partenariat économique, des accords qui ont été adoptés par les chefs de l'État de la CEDEAO il y a tout juste 3 mois. Pour autant, le processus est loin d'être terminé, tout comme le débat autour des APE. Les accords de partenariat économique entre opportunités et défis, c'est un sujet signé Aram Lao. Incontournable pour certains, risqué pour d'autres, les APE soulèvent des passions depuis le début. Quoi qu'il en soit, les négociations entamées il y a plus d'une décennie sont en phase de conclusion. L'accord de partenariat économique a déjà été adopté par les chefs d'État de la CEDEAO en juillet 2014. En attendant qu'il soit signé et ratifié, les passions se libèrent. On a eu à mener une multitude d'études d'impact menées par l'Union européenne ou par les pays. Et en fonction des conclusions, parfois c'est favorable, parfois c'est défavorable. Mais une constante demeure, il y a effectivement des opportunités. Les enjeux de l'APE, c'est ouvrir un grand marché. C'est également faire bénéficier à nos populations quand même du fait de l'élimination des droits de douane de produits quand même à meilleur prix. Mais la contrepartie, c'est que, par exemple, nos entreprises seront en compétition peut-être parfois avec des multinationales européennes et autres beaucoup plus fortes. Jusque-là, les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique bénéficiaient d'un régime de préférence commerciale unilatérale avec l'Union européenne. Aujourd'hui, les règles du commerce international, la mondialisation exigent un partenariat. Mais problème, les pourfendeurs de l'accord ont beaucoup de craintes sur cette relation entre une région pauvre et un géant européen. Surtout dans le court terme, les gens entrevoient une baisse des recettes douanières. Je dis bien recettes douanières et non fiscales. Il peut y avoir aussi donc un envahissement de nos marchés par des produits d'origine européenne. Mais tout ça, ça doit être étudié. Dans l'offre d'accès au marché, il y a une séquenciation
et une libéralisation progressive selon le degré de sensibilité des produits à accepter sur notre marché et pour une durée de 20 ans. Il y a la catégorie D qui concerne les 25% de notre production qui vont être protégés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas ouverts à la concurrence européenne. Donc c'est des produits stratégiques, des produits sensibles. Je peux citer le cas de la volaille, je peux citer le cas de tout ce qui est viande est protégé, tout ce qui est huile par exemple est protégé. Cette ouverture progressive des marchés n'est pas l'unique argument des défenseurs de l'accord. Le régime préférentiel autrefois accordé aux pays ACP a montré ses limites selon eux. Les pays ACP exportaient sans payer de droits de douane et sans quota au niveau du marché européen. Mais pendant toute la période, lorsqu'on a fait l'évaluation de toute la période dans laquelle les pays ACP ont mis en œuvre ce régime, ça n'a pas permis de booster le développement des pays ACP. Pour preuve, finalement, le Sénégal, qui était pays en développement, est devenu PMA entre-temps. Pour se mettre à niveau, compenser les pertes de recettes et financer les réformes devant accompagner les APE, les pays de la CEDEAO vont recevoir 6,5 milliards d'euros. Ils sont contenus dans le PAPET, le programme APE pour le développement. Seulement, ce montant est jugé trop faible puisque 15 milliards d'euros étaient attendus. C'est à ce niveau-là que j'éprouve le plus de problèmes par rapport à la signature éventuelle. Ce montant-là, relativement faible, qui ne me satisfait pas. Et je me dis, si on avait les marges de négociation, on pourrait aussi peut-être mettre la pression sur l'Union européenne pour qu'on augmente ce volet-là. De part et d'autre, l'Union européenne et la CEDEAO ont pris des engagements. Les défenseurs de l'accord tiennent à rassurer. Les textes prévoient une clause de révision. Les deux parties seront appelées à évaluer les APE tous les 5 ans, avec possibilité de revoir certaines dispositions. Retour sur la tournée économique du chef de l'État dans la région de Matam. Le président de la République avait également visité la ferme des femmes de Wendu Boseyabe, un périmètre de 13 hectares qui participe à l'autonomisation des femmes de la localité. Elles ont exposé les produits essentiellement horticoles de leur ferme. Le chef de l'État s'est aussi rendu à Sémé sur place. Il a visité la ferme villageoise qui allie agriculture et élevage à Aboubakri Kane. C'est tout le Boseya qui s'est mobilisé pour accueillir le chef de l'État. Ici, le président Macky Sall est venu visiter la ferme agricole des femmes de Wendu Boseya, un projet porté par l'homme d'affaires Harouna Dia. Avec 7 hectares au départ, le périmètre s'étend aujourd'hui sur 13 hectares et utilise essentiellement les eaux souterraines du Djeri. Le gouvernement avait mis un forage dans un premier temps pour l'alimentation en eau du village. Nous avons changé les pompes qui faisaient 25 mètres cubes heure à des pompes qui font beurre. Donc ça aboutit à un périmètre que vous voyez qui fonctionne 12 mois sur 12 et qui donne des revenus substantiels aux femmes. Les résultats sont visibles et les femmes du Boseya exposent avec fierté la production de leur ferme. À côté de ce périmètre des femmes, il y a le projet du village avec le même esprit d'autonomisation de la population locale. Financé en partie par la diaspora, il dispose d'un forage de 150 mètres cubes heure. L'État, à travers le PRODAM, a assuré l'aménagement et le système d'irrigation. Après Wendu Boseya, direction Sémé, où le chef de l'État est venu visiter la ferme villageoise. Dans cette ferme, la famille Timbo a réussi le croisement génétique aussi bien pour les bovins que pour les caprins. Oui. Ici, en fait, le principe, c'est qu'on a deux types d'élevage. On a la race locale, avec qui on métisse avec les ladoum, les géniteurs ladoum. Et on a aussi un élevage intra-race. On a la race Girolando. Voilà, c'est une sorte de tropicalisation de la Holstein, avec le métissage, avec le gir. L'amélioration génétique est ainsi assurée pour la race bovine et les rendements de ce croisement sont appréciables. L'État accompagne ses fermiers
à travers son programme national d'insémination artificielle. À côté de ce volet élevage, il y a aussi des activités agricoles qui se développent dans le village de Sem. Hormis Bosseya, le chef de l'État s'est également rendu à Sinthiou Bamambe où les résultats de la recherche ont permis une découverte de soja bio avec des objectifs de production de 6 000 tonnes par an. Dans le centre de recherche et d'expérimentation de cette localité, des sources d'énergie renouvelables vont également permettre de contribuer à la maîtrise de l'énergie en milieu rural. Pape Biram Biguenyaï. Sinthiou Bamambe, dans la région de Matam. Ici, un programme de restauration du versant est mis en route. Il s'agit d'assurer la stabilisation des sols fragiles et favoriser l'utilisation optimale des terres en vue d'une production agricole de qualité et performante. Dans ce centre d'expérimentation, les résultats de la recherche ont permis de produire du soja bio avec des rendements élevés. Mes collègues m'ont demandé de faire des essais de soja en production bio. Ce que nous avons fait, nous arrivons en supériorité de rendement par rapport à ce que nous faisons chez nous en irrigation. Et ça, c'est du soja. Et nous l'avons fait, soja bio, que nous avons fait analyser, qui a d'excellentes propriétés. Et notre besoin à terme est de 6 000 tonnes. Donc, ouais. Dans un souci d'exploitation de cultures de contre-saison, ce centre d'expérimentation a développé un système d'irrigation et d'exploitation des eaux de pluie pour arroser les terres aménagées et en faire profiter à 9 villages avec plusieurs emplois créés. Les résultats d'une recherche qui s'oriente également vers la maîtrise de l'énergie à travers des sources d'énergie renouvelables dans un espace en mode de construction voûte nubienne, un format qu'on retrouve seulement au Burkina Faso. L'enjeu de ce programme aujourd'hui, c'est de pouvoir les démultiplier. Parce que toutes les expériences qui ont été conduites ici depuis 15 ans ont permis de capitaliser suffisamment de savoir-faire et d'expérience auprès des populations. Maintenant, il ne reste qu'à généraliser, d'autant plus que la problématique qui est traitée ici est une problématique commune et générale à l'ensemble de la région du Fouta. Double résultat satisfaisant dans un centre d'expérimentation et de recherche accompagné par l'État qui mise énormément sur la qualité des semences pour l'accroissement des rendements. La maîtrise d'énergie et d'eau constituent deux piliers importants pour développer la recherche et se donner les moyens d'assurer une production à la hauteur des ambitions du président de la République pour un Sénégal émergent. Toujours dans le Waalo, nous restons dans le nord du Sénégal. Le Waalo qui est connu pour ses espaces rizicoles. Ses habitants préparent très souvent le riz de la vallée à la place du riz importé. Le Thiebou Waalo, comme on l'appelle communément, est difficile à cuisiner comme le pensent certains dans le milieu urbain. C'est ce qu'on va découvrir avec Safietou Diarra, celle avec qui notre reporter Philomène Constance-Tiagne a partagé quelques petits secrets. Richard Toll, dans une famille quelconque, à l'heure de la préparation du déjeuner. Safietou Diarra s'apprête à préparer du riz au poisson rouge, un plat bien connu des Sénégalais. Comme d'habitude, c'est le riz de la vallée qu'elle consomme avec sa famille. Il y a le paddy que vous voyez là. Après, on l'amène à la machine. On décortique le riz, le paddy. Après, on a ce riz là, mélangé. Il y a 3 façons de riz. On peut sortir du décortiquage. À part le son, il y a 3 sortes de riz. Le gros riz, le riz moyen et le plus petit riz qu'on appelle le sankal. Après cette étape, elle peut à présent passer à la cuisson. À la base, tout ce dont elle a besoin pour son plat est cultivé dans sa localité. Mais un secret qu'ignorent peut-être certaines femmes qui préfèrent le riz importé. Pratiquement, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien. Si tu trempes le riz avant de faire la cuisine, tu auras le temps de préparer à temps. À l'image de la famille Ba, les ménages sénégalais sont invités à consommer local avec le riz de la vallée. Safietou ne pense en aucune façon utiliser du riz importé. D'après son expérience, le Thiebou Waalo est plus économique et plus sain. Nous, on n'utilise pas le riz parfumé, juste le riz de la vallée. On le récolte nous-mêmes, il a de la vitamine et pas de gomme. En plus, il est très bon.
Après environ 1 heure de cuisson, le repas est servi. La famille est invitée à se restaurer sans modération et notre équipe ne s'est pas fait prier. Ouais, bon appétit à toutes ces personnes donc qui utilisent le Thiebou Wallo. La première phase du programme d'appui aux entreprises rurales paillères de la Chambre de commerce de Kaolack vient d'être bouclée. Depuis 4 ans, 13 groupements féminins ont bénéficié d'un accompagnement technique. C'est ce que nous dit Claire Diop. La cérémonie rentre dans le cadre de la finalisation de la première phase du programme d'appui aux entreprises rurales Paillère 1. Après 4 ans d'activité, le bilan est jugé satisfaisant. 463 femmes de 13 GIE ont bénéficié d'un accompagnement rapproché des techniciens de la Chambre de commerce de Kaolack. Le projet visait à soutenir les groupements de femmes et les petites et moyennes entreprises en leur offrant un package de services adaptés aux besoins exprimés et cela concerne plusieurs chaînes de valeur. Vous avez vu ici, il y a des produits alimentaires, il y a des produits hygiène, il y a des produits céréaliers, il y a des tissus, teintures et tout ça. Et tout, hein, parce que consommer local. Le Paillère 1, au-delà de sa dimension genre, cherche à revaloriser les produits du terroir. Pour plus de résultats, une boutique des produits locaux est ouverte ici, dans la région. En leur donnant en valeur ajoutée substantielle à travers leur transformation. L'inauguration de la foulée de la boutique des produits locaux de Kaolack, la vitrine labellisée des produits des 13 GIE membres du Paillère 1 va donner aux veillants à productrices et la transformatrice une reconnaissance sur la place commerciale de Kaolack en attendant de conclure le marché national et international. Des partenaires comme le Corps de la paix américain encouragent ce genre d'initiatives qui participent à la réduction de la pauvreté, à la création de richesses et des opportunités d'emploi. Le projet Paillère crée un lien direct entre la volonté d'entreprendre et la commercialisation. Ces entrepreneurs commencent par la formation technique et finissent par la vente dans les espaces commerciaux. Ce genre d'auto-emploi me paraît essentiel pour le développement économique. La finalité, c'est la commercialisation, c'est la disponibilité des produits, c'est la qualité des produits. Et aujourd'hui, mais la finalité, c'est d'appui aux femmes, leur richesse, augmente de richesse et lutter contre la pauvreté. L'initiative de la mise en place des boutiques des produits locaux est saluée. Cela permettra aux entreprises de mieux commercialiser leur production et d'augmenter leurs revenus. L'ambition est d'en installer partout au Sénégal d'ici les prochaines années et de conquérir le marché international. Après les douloureux souvenirs des épidémies de choléra dans leur localité, les populations de Niakhar n'entendent pas se laisser surprendre par le virus Ebola. Sous la houlette du mouvement pour l'émergence de Niakhar, les élèves ont bénéficié d'une journée de sensibilisation pour un changement de comportement et une vigilance sans faille. Oumar Diaw. Au cours de l'école élémentaire Accueil du Monde, ce ne sont pas que des élèves et c'est loin d'être une récréation. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire le tableau. Le souvenir des épidémies antérieures de choléra est encore vivace dans les mémoires. Notamment en 1987 et en 1996, le choléra a eu à tuer beaucoup de personnes, des hommes, des femmes et des jeunes. Donc nous devrons faire attention. On s'est dit qu'il faut qu'on puisse alerter. Comparé au virus Ebola, le vibrion colérique n'est rien. Et puisque chat échaudé craint l'eau froide, autant se méfier. L'école peut valablement servir de cadre à la sensibilisation. L'école est le meilleur véhicule pour pouvoir sensibiliser les gens. D'abord, les enfants. En voilà des mains qui ont besoin d'un lavage à grande eau pour éviter les maladies. L'éducation sanitaire a bien sa place à l'école. Nos enfants, en particulier les élèves, pourront, au sortir de cette journée, tirer des leçons d'hygiène sur cette maladie. Comme dans beaucoup de localités, l'élevage domestique est une pratique répandue. Par ici, chèvres, moutons et cochons déambulent librement. Il faudrait faire attention à cette divagation porcine. On dit que le virus a une sensibilité par rapport aux porcs. Les porcs aiment l'eau stagnante qui est de mauvaise qualité. Et les porcs vont se laver dans cette eau-là, utiliser cette eau et aller dans les maisons, utiliser peut-être même les ustensiles, les bols que les gens utilisent pour manger après. Au cours de cette manifestation, les éducateurs du SNEP se sont livrés à des expériences pratiques. Ces bonnes pratiques pourront être véhiculées dans les familles par les élèves
À Niakhar, la vie se déroule paisiblement et on se donne les moyens d'une sécurité sanitaire renforcée. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition du 20h. Merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Bonsoir à tous. Promo 100% de crédit offert avec les recharges vertes et sur CEDO. Hôtel Sindjuk Bouyamba à Kirène avec Orange. Nyofa. Du 27 octobre au 27 novembre, joue avec le Libridel. Il y a de super lots à gagner. Des tablettes iPad, des frigos, un ordinateur, des télé-écrans plats. Pour jouer, c'est simple. Collectionne 3 étiquettes de Libridel, glisse-les dans une enveloppe adressée à la Sofiex BP 471 Dakar ou alors dépose-les dans les urnes des supérettes ou chez les grossistes. Bridel, au naturel, la vie est plus belle. Chez Ecobank, nous voyons un avenir radieux. Un avenir riche en opportunités. Avec plus de 1000 agences dans 33 pays africains, c'est un avenir où les affaires peuvent prospérer sans frontières. Un avenir où les investissements transfrontaliers permettent de bâtir de nouvelles infrastructures. Un avenir où les individus concrétisent leurs ambitions partout en Afrique. L'avenir est dans le panafricanisme et Ecobank est la banque panafricaine. Dans l'intervalle, pour Mandela Coupe, le petit piqué, le but sénégalais.